Alors, M. Castaner m'a sanctionné d'une exclusion temporaire de fonction de 12 mois, dont 6 avec sursis, si j'arrêtais mon combat syndical, donc on peut dire 12 mois finalement ferme. J'ai eu la sanction qui m'a été notifiée le 3 juillet après-midi et fait effectif le 3 juillet au soir. C'est-à-dire que depuis le 4 juillet, je suis exclu de la police pour entre 6 mois et 1 an. La motivation de cette sanction est que j'ai dénoncé au nom de mon syndicat la pression hiérarchique qui aboutit au suicide de nos collègues. La deuxième motivation a été, nous avons fait remonter qu'il y avait un trucage des statistiques. La dernière chose, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est pour avoir dénoncé les agissements d'un médecin police dans l'Est de la France, notamment des agressions sexuelles. Depuis, la justice l'a condamné à 12 mois de prison avec sursis, interdiction d'exercer, injonction de soins et au fichier des délinquants sexuels. Malgré tout ça, je suis sanctionné pour un manque de loyauté envers mes chefs et un manque à mon devoir de réserve, parce que même si tout ça est vrai, il ne fallait pas le mettre sur la place publique. Malheureusement, si on ne le met pas sur la place publique et qu'on alerte les gens en interne, ils ne font rien. J'ai décidé de porter plainte sur les conseils de mon avocat contre donc Maître Bouzereau, contre notre ministre, enfin mon ministre Christophe Castaner, pour discrimination syndicale aggravée, car en fait la seule chose comme Monsieur Castaner me reproche, déjà la sanction qu'il m'a donnée, il l'a choisie tout seul, parce que le conseil de discipline ne s'est pas prononcé pour un niveau de sanction, donc c'est une sanction politique décidée juste par le ministre, et finalement il s'en prend par rapport à mon mandat syndical, c'est-à-dire que professionnellement il n'a rien à me reprocher, je suis noté 6 sur 7, donc ce qui est la note maximum normale pour un fonctionnaire, des appréciations élogieuses de ma hiérarchie locale jusqu'au commissaire. Donc c'est vraiment une sanction pour avoir dénoncé, peut-être de façon outrancière, mais je pense que quand il y a des collègues qui sont agressés sexuellement, que nous avons des collègues qui se donnent la mort, et que finalement des victimes et des collègues ne peuvent pas faire leur travail en conscience parce qu'on falsifie la vérité pour avoir des primes, je pense que ce qui est le plus grave entre les deux, c'est tous ces manquements qui sont dans le code pénal, alors qu'avoir vexé ou froissé l'ego d'un directeur, c'est pas dans le code pénal. Depuis le début de l'année, nous en sommes à 4 suicides, un suicide tous les 4 jours, pardon, depuis le début de l'année. Donc là, on est en train de crever le plafond. Donc il y a un vrai malaise au sein de la police. La prise en charge qui a été proposée par M. Castaner, c'est une ligne SOS suicide 24 heures sur 24, qui est complètement inefficace et qui ne sert à rien par un coup de com', parce que quand on est au plus mal, c'est pas à ce moment-là qu'on va passer un coup de téléphone à SOS Amitié. Et la deuxième chose, c'est notre directeur général de la police nationale, M. Morvan, qui a proposé dans une note de service de janvier de dire « J'ordonne à la hiérarchie de faire preuve d'empathie ». Donc déjà, c'est qu'il y a un problème quand on demande ça par note de service. Et puis comme il a vu que ça marchait pas, il a dit je vais organiser des barbecues conviviaux. Ce sera 7 € par fonctionnaire pour l'année. Et par contre, bien sûr, ce sera sur votre temps personnel. Dans un contexte où justement nos collègues, à cause des heures sup accumulées, n'arrivent plus à voir leur famille correctement, on leur propose vous allez rester encore au travail pour faire un petit barbecue convivial pour lutter contre le suicide. Donc au pire, ça fait rien. Et voilà. Et sinon, ça peut même aggraver la situation parce qu'on est encore plus privé de notre famille. Donc avec des personnes comme ça, qui sont dans un déni complet, on sait que c'est un management institutionnel qui pose problème. À France Télécom Orange, aujourd'hui, ils sont en procès parce que c'est la machine qu'ils ont mis en place qui broyait les salariés. Ils ont eu 19 suicides réussis, malheureusement, en 2 ans. Monsieur Morvan a pris ses fonctions en août 2017, 87 suicides. Il n'est toujours pas inquiété, la seule mesure qu'il a prise, c'est un barbecue. Donc ça pose un problème, avec en plus des déclarations qu'il avait faites sur une chaîne de télé à 21h. Il a dit non, la police n'est pas malade. Oui, il y a des syndicats qui se battent sur ça, mais ils n'ont rien compris. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Bon, après, ça, je veux dire, malheureusement pour la police nationale, M. Morvan est policier depuis qu'il est devenu directeur général. Avant, il était préfet. Donc effectivement, pour connaître la maison, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il a moins d'expérience qu'un gardien de la paix stagiaire, qui encore, lui, en plus, est sur le terrain dans les zones les plus difficiles. Donc tout ce contexte fait qu'effectivement nos collègues se suicident et les choses se sont aggravées parce que les heures supplémentaires se sont encore accumulées à cause de l'activité sociale, à cause du terrorisme, donc il y a un multifacteur.
Après, on doit assurer les missions, mais comme derrière, il n'y a pas de renfort prévu, il n'y a pas de renforcement d'effectifs, les missions ne sont pas adaptées, on a peur de tout, donc on nous fait prendre des heures de service 3 heures avant au cas où, et on finit 2 heures après au cas où. Donc en plus, on est géré par des pieds nickelés. À côté de ça, la perte de sens du métier. Beaucoup de nos collègues ne se retrouvent plus dans les convictions qui les ont poussés à s'engager dans la police nationale. Et en fait, comme avec ces heures de travail, on est complètement décalé. On nous a brisé notre vie privée, familiale, on n'arrive plus à se ressourcer avec des horaires tellement atypiques qu'on ne peut pas avoir juste une vie en société normale. On se retrouve qu'entre policiers, et au bout d'un moment, quand même le métier pour lequel on s'est engagé, on ne s'y retrouve plus, nos collègues tout seuls finissent par malheureusement se suicider. La seule réponse est complètement inadaptée. Et pour pas qu'il y ait de problème, du coup, on met tout sous le tapis, on dit tout va bien dans la police, laissez-nous tranquilles. Ce qui est complètement abject de leur part en fait. Alors, on avait dénoncé les agissements du médecin police dans l'Est de la France, donc M. Christian Frey. On avait été alerté par des collègues qui étaient victimes à la fois d'agressions sexuelles, mais pas que. Il y avait également du harcèlement au travail, de la discrimination en raison de l'état de santé, pour complaire une hiérarchie, parce qu'il y a la hiérarchie policière se servait de ce médecin également en méthode de coercition pour briser nos collègues par le biais de la maladie. Des fois, ils ne pouvaient pas reprendre alors qu'ils étaient plus malades, ils étaient forcés de reprendre alors qu'ils étaient malades. En fait, ils faisaient tout et n'importe quoi pour être bien vu de la hiérarchie. À côté de ça, on le laissait tranquille avec ses agressions sexuelles. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on a envoyé d'abord, on a écrit à M. Castaner pour le prévenir de la situation, pas de réponse. Notre déléguée qui est dans l'Est de la France, qui est elle-même victime de ce docteur, a envoyé tout un dossier avec des preuves, des témoignages, etc. À ce moment-là, on a eu une réponse de la directrice de cabinet de M. Castaner qui a dit « Monsieur le ministre a bien lu tout le dossier avec attention. Il va saisir Monsieur le directeur général de la police nationale pour acte. » L'acte a été de m'envoyer en conseil de discipline et que M. Castaner, du coup, paye les frais de justice du docteur Frey pour qu'il m'attaque en diffamation. Donc, c'est-à-dire que la justice a pris à sa charge les frais de justice, son avocat et la consignation. À côté de ça, on a eu des collègues victimes par la suite de ce docteur qui n'ont pas eu leurs frais de justice pris en charge. C'est-à-dire que M. Castaner a fait le choix délibéré de soutenir un agresseur sexuel potentiel. Finalement, la situation, entre guillemets, il y a eu 10 plaintes qui ont été déposées. Donc, M. Frey est placé en garde à vue. Il est suspendu de ses fonctions, mais toujours payé avec son traitement, parce que le ministère dit qu'il est présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé. À titre de parallèle, moi, je suis coupé de 12 mois de salaire parce que j'ai parlé justement de la situation, alors que le docteur Frey, qui est présumé de choses assez graves, coupable de choses assez graves, lui, on le maintient son salaire. Et donc, finalement, ça, il ne l'avait pas prévu. Lors de mon conseil de discipline, c'était un des points, on m'a dit, tant qu'il n'est pas jugé coupable, il est présumé innocent, donc ce que vous avez fait est intolérable vis-à-vis de ce médecin qui a toute notre confiance. Très bien. Monsieur Castaner, par la suite, a été interrogé par France Bleu Lorraine, qui a dit du coup, est-ce que vous saviez, Monsieur Castaner, pour les agressions sexuelles de ce médecin, un syndicat Vigie vous a alerté, a priori? Et sa réponse a été Vigie n'est pas un syndicat. La chose la plus amusante dans sa déclaration, c'est quand le journaliste lui repose la question. Donc, est-ce que vous étiez au courant? Donc, la réponse, normalement, c'est oui ou non. Sa réponse a été, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas tous les dossiers du ministère de l'Intérieur. Bon, ça, on s'était rendu compte qu'il ne connaissait pas tous les dossiers, mais c'était oui ou non. C'était pas pour être tout à fait honnête. Donc, ce médecin bénéficie jusqu'à la dernière minute du soutien de l'administration. Et au final, une fois de plus, c'est celui qui lance l'alerte qui est accusé. Malgré qu'il soit condamné au pénal, ce médecin, parce que c'est reconnu. À l'époque, dans les outrages qu'on nous reproche à ce médecin pour le manque de loyauté, le manque d'exemplarité et le manquement au devoir de réserve, nous avions demandé son expertise psychiatrique, qui nous avait été refusée par M. Castaner, bien évidemment. La justice l'a faite. Ce médecin a un problème de perversité. Et il a une injonction de soins à l'heure actuelle. Donc voilà, donc nous sommes dirigés par une caste politique et une haute hiérarchie qui, même quand la justice vient donner des condamnations pénales pour des choses qui sont complètement abjectes et que la société française rejette dans son ensemble, il continue de persécuter celui qui a lancé l'alerte et qui a osé mettre les choses sur la table. À savoir qu'il y a encore 12 plaintes qui sont en cours d'instruction par rapport à ce médecin, mais que l'IGPN a dit c'est pas très important, c'est pas grave, on va ralentir au maximum et on va s'en occuper d'ici 2020. À Marseille, sur la falsification des chiffres de la délinquance, c'est un sport national dans la police, pour les directeurs, pour qu'ils puissent toucher leurs primes. À Marseille, on a eu la chance d'avoir des collègues qui ont bien voulu témoigner et donner les éléments, et des victimes qui ont bien voulu parler en disant « moi, j'ai pas été pris à la hauteur de ce que j'ai subi, en fait ». Donc grâce à ça, on a pu monter le dossier. On a d'abord monté en interne. Pendant 1 an, on a alerté la hiérarchie, donc M. Salanova, qui était directeur départemental, et il choisit de rien faire, à part dire sur notre délégué qu'ils allaient purger le problème en parlant de notre délégué, localement, qui finalement a été harcelé également pour avoir dénoncé déjà les choses juste en interne.
Finalement, on décide de ne pas se laisser faire. Notre délégué, finalement, fait un petit communiqué de presse là-bas et c'est relayé par la presse. D'abord Europe 1, puis le Canard enchaîné, et finalement, ça finit sur le journal de France 2. À chaque fois avec une défense différente du directeur départemental. La première fois, c'est une erreur de logiciel. La deuxième fois, c'est quelques fonctionnaires qui m'en veulent et qui cherchent à se venger. La troisième fois, c'était écoutez, oui, il s'est falsifié, mais moi, j'ai rien demandé, j'y suis pour rien. Et on était, après une quatrième défense, je ne sais plus quel média avait lancé quelque chose, ils ont dit bon, bah, les chiffres de la délinquance sont bien baissés, pas autant qu'on l'a dit, mais ils ont quand même baissé, donc soyez gentils avec nous. Et au final, quand les chiffres ont été annoncés de la délinquance, donc c'était en 2018, des très bons chiffres avec des très grosses baisses, le lendemain, on se tirait dessus à la Kalachnikov dans les quartiers nord de Marseille, pour montrer un petit peu que la réalité n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient maquillé. Malgré tout ça, avoir alerté en interne de façon pour que justement on puisse régler les choses au sein de la police nationale, parce que nous, le but du jeu, c'est que les choses soient réglées, c'est pas d'éclabousser la police nationale. Du coup, on a médiatisé tout ça et on nous a reproché du coup d'avoir jeté l'opprobre sur la police nationale. Finalement, le directeur de M. Salanova des Bouches-du-Rhône a été récompensé pour ses bons résultats et est devenu directeur central de la sécurité publique, c'est-à-dire qu'il a sous ses ordres tous les commissariats de France et donc 50% des policiers. C'est un des plus gros postes dans la police nationale en dessous du directeur général. Donc nous, on a déposé un recours, une dénonciation auprès du parquet financier à l'origine en disant écoutez, il y a falsification des chiffres, donc c'est des fonds en écriture, mais le but derrière, c'est de gagner de l'argent. Parce que ces personnes touchent des primes sur des résultats faussés. Donc c'était un détournement de fonds publics et une escroquerie en bande organisée. Le parquet financier a paniqué, ils ont dit on ne traite pas le dossier, on renvoie à Marseille. Et donc depuis avril 2018, le dossier est sur le bureau du procureur à Marseille qui a dû s'endormir dessus depuis. On constate que dans l'autre sens, quand c'est pour nous attaquer, les procureurs sont beaucoup plus réactifs et la justice traite de façon plus expéditive les dossiers que contre notre hiérarchie. Et au final, donc, ce qui nous a conforté dans nos recherches après aussi, c'est qu'il y a 2 rapports parlementaires qui confirment que les chiffres de la délinquance dans la police nationale sont truqués. Par contre, ils n'ont pas passé le pas en disant pourquoi ils sont truqués, ou ils sont falsifiés en tous les cas. Et il y a un rapport également de l'inspection générale de l'administration qui a constaté également que les chiffres de la police étaient truqués. Mais une fois de plus, eux aussi n'ont pas été jusqu'au bout du raisonnement pour savoir pourquoi derrière ils truquaient les chiffres. C'est-à-dire toucher de l'argent avec des primes qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un travail non fait, en plus de plaire aux politiques qui peut annoncer des bons résultats sur quelque chose de complètement bidon. Alors on a aussi les choses qui sont pas officielles dans la sanction, mais que Vigie paye quand même, et en tant que secrétaire général, donc porte-parole, je paye pour tous nos adhérents, c'est l'affaire Benalla. C'est-à-dire que quand M. Benalla, on a été au courant qu'en fait, finalement, c'était juste un gars de l'Élysée qui avait tabassé des gens, nous sommes directement porté plainte en demandant à se constituer partie civile pour qu'une instruction soit ouverte auprès de juges d'instruction. Et en plus, à titre de comparaison, quelques mois avant, quelqu'un avait usurpé la qualité de policier dans l'Est de la France. Le tribunal lui a collé 6 mois de prison, 10 ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique et port d'armes interdit à vie. La dernière mention est très importante pour M. Benalla, parce qu'après, plus on creusait, plus on voyait qu'il y avait des ports d'armes obtenus de façon très tendancieuse, voire sans aucune justification légale, des passe-droits dans tous les sens, et l'enquête a été juste un marasme complet, parce que le procureur était en attente de sa promotion, et celui qui a pris la suite a tout simplement été nommé directement par M. Macron. Comme ça, il n'y avait plus de problème de confusion sur la direction de l'enquête. Donc nous avons été l'épine dans le pied de la justice, parce qu'en fait, sans notre intervention, aujourd'hui, il n'y aurait plus d'affaire Benalla au niveau judiciaire. Ça aurait été enterré par le procureur et on n'en parlerait plus. Donc ça, ils nous en ont beaucoup voulu. Et la fin de l'histoire montre bien que c'est vraiment en lien sur l'affaire Benalla. C'est que le 20 juin, je passe dans Envoyé spécial sur l'affaire Benalla pour raconter comment s'est passée la perquisition ou les aberrations qu'il y a pu avoir sur cette perquisition. Le 21 juin, donc le lendemain matin de mon passage, c'est à ce moment-là que M. Castaner, au bout de 4 mois, décide de demander qu'on signe ma sanction. Parce qu'il n'a même pas assumé jusqu'au bout de signer lui-même de son nom la sanction. Il l'a fait signer par délégation. C'est encore une autre preuve de lâcheté. Alors, on a soutenu les Gilets jaunes dès le début. C'est pas moi personnellement qui les ai soutenus, bien que personnellement je les soutiens également, mais c'était la voix du syndicat. Nos adhérents ont dit on les soutient, parce que nous, avoir mieux vivre à la fin du mois, une meilleure répartition de l'argent pour qu'on puisse avoir des fins de mois décentes, ça nous concerne aussi.
D'autant plus que le départ du mouvement des Gilets jaunes, c'était le prix de l'essence. Les policiers ne pouvant pas habiter sur le lieu de travail, soit parce que c'est trop cher, soit parce que le quartier, ils vont avoir les criminels ou les délinquants qu'ils ont arrêtés dans la journée, ce qui n'est pas possible non plus, doivent payer le prix de l'essence, ne pouvant pas prendre les transports en commun, vu que les horaires sont atypiques. Donc on était particulièrement touchés par le début. Et après, du coup, qu'on a vu comment la gestion du mouvement était faite, c'est-à-dire qu'on empêchait les gens de s'exprimer et qu'on n'était plus dans le rôle d'une police républicaine qui, justement, garantit à tout le monde la liberté d'expression et après chacun manifeste, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais les gens expriment leur point de vue et leur opinion. Là, on a été dans la répression complète du mouvement, avec par exemple à Paris un record 13 500 grenades tirées le 1er décembre sur 7 000 manifestants officiels. Il y avait plus de monde, mais du coup, en prenant les chiffres officiels, on arrive à 2 grenades par manifestant tirées, ce qui correspond à 15 jours de Notre-Dame-des-Landes. Et là, récemment, j'ai été interviewé par un journal de Hong Kong où il se plaignait des violences policières sur leurs manifestations. Sur 15 jours de manifestation, 2 millions de personnes dans les rues, 150 grenades. Donc c'est pour montrer que même dans les pays qui sont réputés des fois plus autoritaires comme la Chine, Hong Kong et la Chine arrivent à la cheville de ce que la France est capable de faire en répression sociale et sociétale. Donc effectivement, au début, on était largement invités sur les plateaux de télé, parce que nous étions le seul syndicat à pouvoir parler du sujet librement et sans pression de la Macronie. Bon, après, finalement, pour nous faire taire, j'ai été convoqué au mois de janvier en conseil de discipline. À partir de ce moment-là, des journalistes nous ont prévenu que leur direction avait eu des consignes de plus nous inviter. Donc certains médias ont continué de nous inviter en disant c'est pas grave, on résistera aux pressions de l'Élysée. D'autres ont fait le choix de ne plus nous recevoir parce qu'ils avaient d'autres intérêts. Je sais que certains journalistes, par exemple, ont fait le choix de continuer de nous suivre, mais ont blacklisté, n'ont pu être invités pendant 6 mois au ministère de l'Intérieur, n'ont plus les conférences de presse. Donc il y a eu des moyens de coercition derrière, ce qui est compliqué quand on est journaliste en charge de la police. Donc en fait, je jette la pierre à personne. Ils ont fait des choix stratégiques pour avoir d'autres informations auxquelles ils seraient coupés. Mais au final, du coup, nous, on était bridés. Et en fait, le vrai problème de l'histoire, c'est pas le choix que les journalistes ont fait. C'est qu'on leur a posé un choix. On leur a dit maintenant, soit vous choisissez les informations, vous êtes invités, soit vous ne l'invitez plus. Et c'est très malheureux qu'on en arrive là, sachant qu'on a eu aussi également des journalistes qui se sont plaints de notre directeur général de la police nationale, M. Morvan, parce qu'il a appelé des directions de journalistes en disant vous m'avez déplu, vous me virez tel journaliste. Mais c'est nouveau sous le régime de M. Macron, en fait, qu'ils sont tellement au-dessus des lois et ils pensent agir en toute impunité qu'ils passent des coups de téléphone en disant vous me le virez, c'est le petit personnel. Donc effectivement, l'affaire des Gilets jaunes a joué et depuis, ils ont tout fait pour tasser les choses alors qu'ils continuaient de tirer, ils ont recommandé des grenades, ils ont refait des choses complètement ignobles dans le pays qui se dit le pays des droits de l'homme. Et donc certains, en rigolant, disent oui, on est le pays de la déclaration, pas celui qui les applique. On a alerté depuis le début sur la stratégie du maintien de l'ordre parce qu'en fait, d'avoir des blessés de chaque côté, ça n'apporte la paix à personne. Et au contraire, ça engendre de nouvelles violences, de l'incompréhension. Et finalement, les policiers finissent par servir de bouc émissaire à une colère sociale pour laquelle ils n'y peuvent rien à la base. À plusieurs points, on a pu voir ça. Par exemple, je repense au discours de M. Édouard Philippe, qui était très entendu, je crois, en janvier-février. Il devait faire des annonces très importantes sur le mouvement des Gilets jaunes. Sa seule réponse a été « on va cogner plus fort le week-end prochain ». Aucune réponse sociale, aucune réponse apportée par dire « c'est nous les chefs et on fait ce qu'on veut ». Et du coup, de l'autre côté policier, on leur a dit « regardez, en face, ils vous jettent des pavés, etc. Et c'est tous les mêmes. Allez-y, lâchez tout le monde ». Donc effectivement, il y avait cette manipulation étatique et en plus, on l'a pu le vivre dans les faits. Parce que par exemple, il y a eu sur la place de la République, je ne sais plus quel acte des Gilets jaunes, il y a eu une trentaine d'abrutis qui ont scandé suicidez-vous. La place était nassée, il suffisait que les policiers aient l'ordre d'intervenir pour les interpeller et c'était fini. C'était 30 personnes qui étaient ciblées et qui étaient présentées à la justice. Aucun ordre n'a été donné. Ils ont pu partir tranquillement d'une place nassée. Et après, M. Castaner déplore « oh, quand même, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, je vais mettre tout en œuvre pour les rattraper et qu'ils soient présentés à la justice ». Mais il suffisait de les interpeller en flagrant délit. Les ordres n'ont pas été donnés. C'est quand même très bizarre. La deuxième chose, c'est l'usage disproportionné des gaz lacrymogènes et des tirs de LBD, avec notamment des places qui ont été nassées et personne ne pouvait s'enfuir en fait de la place, alors que tous nos collègues sur le terrain étaient persuadés qu'il y avait une sortie. Parce qu'ils ont dit si on tire sur les gens pour leur dire de se disperser et qu'ils ne peuvent pas, ça va forcément attiser les tensions. Et les seuls qui savaient le dispositif global du maintien de l'ordre étaient les gens dans la salle de commandement. C'est-à-dire la haute hiérarchie policière, les préfets qui sont nommés directement par le ministre de l'Intérieur, et des fois carrément le ministre de l'Intérieur quand il était entre deux soirées au noto qui venait à la salle de commandement donner ses ordres en direct.
Donc en fait, tout a été organisé et on arrive à une casse en fait en disant aux gens si vous allez manifester, on va vous fracasser. Donc les manifestations en famille, sous le beau temps, on discute et puis c'est un moment convivial. Des fois, une manifestation, c'est plus possible. On a ramené que les éléments les plus radicaux voulus par le ministre et en plus, même dans ses déclarations, il dit tous les gens qui auront manifesté seront complices des casseurs. Moi, je veux bien, mais en fait, déjà, c'est des prérequis. Ça a permis de tenter de voter des lois encore plus liberticides sur l'autorisation de manifester, de limiter les droits fondamentaux. Heureusement, la seule chose nouvelle de la loi, qui était les interdictions de manifester préventives par ordre administratif, ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Le reste existait déjà dans la loi, de façon plus ou moins différente, mais enfin, on pouvait arriver au même résultat. Mais on arrive à des choses où la justice est dépossédée de ses pouvoirs, est de moins en moins indépendante. On passe tout par une justice administrative. On a eu des chiens qui ont été démuselés pour des manifestations. Donc c'est quand même assez catastrophique. On n'a pas vu ça depuis au moins 60 ans. Donc en fait, il y a toute cette gestion répressive du mouvement, mais de façon spectaculaire, avec des dégâts sur le long terme. Au final, le mouvement des Gilets jaunes, ils n'ont pas réussi à l'éteindre, parce que c'est aussi une des motivations qu'aussi, je pense, qui a fait qu'ils ont attendu pour la sanction. Ils se sont dit maintenant qu'ils sont calmés, qu'ils sont rentrés chez eux. On va pouvoir, tous les opposants qui l'ont ouvert pendant la période Gilets jaunes, on va pouvoir les fracasser un par un. Pas de chance, en fait, c'est pas parce que les gens ne vont plus manifester qu'ils sont plus solidaires et qu'ils ne veulent plus continuer le combat. Puis en plus, au mois de juin, il y avait les kermesses, les fêtes d'école, les rencontres sportives, donc c'était pas le moment. Donc il faudra refaire le bilan au mois de septembre. Mais du coup, ça s'est retourné contre M. Castaner. Mais cette gestion du maintien de l'ordre montre bien que même dans les pays étrangers, ils se demandent comment on peut faire en France. Donc il y a cette volonté de répression. Et j'allais reprendre Hong Kong, parce qu'ils ont eu des manifestations monstres ces dernières semaines. À la fin, la responsable du gouvernement de Hong Kong a présenté ses excuses devant ce qui s'est passé. Finalement, quand il y a une interview croisée entre un Américain, un Français et Hong Kong, c'est Hong Kong qui est la moins violente des polices, et la plus violente est la police française. Sur les gaz, notamment, qui sont utilisés, qui se décomposent en cyanure dans le sang, les États-Unis ont arrêté de s'en servir. Il n'y a plus qu'un endroit au monde, ils s'en servent il n'y a plus qu'une démocratie au monde, parce que dans les dictatures, il n'y a pas de problème, mais il n'y a plus qu'une démocratie au monde qui les utilise, c'est Israël, et uniquement sur la bande de Gaza, sur les Palestiniens. Trop dangereux pour les Israéliens pure souche. Donc on est sur cette mentalité de complètement abject de réprimer son propre peuple et de se dire s'il y a un ennemi de l'intérieur qu'il faut fracasser, parce qu'ils mettent en danger nos prérogatives et les décisions qu'on va imposer au peuple. Donc effectivement, on a le dénoncé, on continuera de le dénoncer, parce que, comme dirait un collègue CRS, une manifestation qui se passe bien, c'est quand j'étais appuyé sur mon bouclier, que j'ai regardé les manifestants défiler avec ce qu'ils avaient à dire, et que j'ai pas eu à intervenir. Comme ça, c'est-à-dire que les gens étaient en sécurité, moi j'ai pas eu à intervenir, je suis pas blessé, et je rentre à l'heure voir ma famille. Et le plus vicieux dans ces mouvements des Gilets jaunes et au niveau de la gestion de la police, c'est que là, ils veulent nous mettre un nouveau cycle de travail où on va travailler 12h08, qui permettra, ils disent, c'est pour que vous ayez un mercredi sur deux et un dimanche et un week-end sur deux, donc c'est bien. Par contre, en échange, vous allez travailler 12h08, ce qui veut dire qu'à plus le temps de transport, on arrivera à 14 ou 15 heures sur la journée. Donc autant dire qu'au niveau de la fin de journée, on sera épuisé avec les risques que ça comporte quand on est armé. Et la réponse a été, oui, mais sur les Gilets jaunes, vous avez été capable de faire 14-15 heures, vous avez tenu, donc du coup 12 heures, ça ne va pas vous poser de problème. On leur a dit, en fait, les gens ont tenu par conviction, ils sont allés au bout parce que vous leur avez donné des ordres complètement absurdes. Mais maintenant, vous voulez en fait institutionnaliser en disant, comme vous l'avez déjà fait, on va faire ça de façon permanente. Donc on est vraiment dirigé par des gens dangereux qui ont surtout aucune estime à la fois de la vie des policiers et de leur vie privée, mais du coup, aucune estime non plus pour la sécurité de la population, parce qu'un policier épuisé n'assure pas du tout la sécurité de la population, il assure juste un rendement statistique de présence sur le terrain. Durant les manifestations, les grenades dites lacrymogènes, à effet lacrymogène, en fait, ce n'est pas des grenades lacrymogènes en tant que telles, c'est un effet, entre autres. Et en fait, suivant le dosage, plus c'est dosé fort, plus c'est nocif pour la santé. Donc on a des collègues qui se sont plaints, des manifestants, et puis au début, on s'est dit on va se renseigner. Donc on a embauché un consultant qui nous a amené des documents, de l'étranger bien évidemment, parce qu'en France, tout est verrouillé. Donc dans ces gaz-là, en fait, il y a les anciens stocks, on connaît la composition, et les nouveaux stocks, il y a carrément un secret défense, on ne vous dira pas ce qu'il y a dedans et on ne vous donnera pas le dosage. Donc ce qui peut provoquer de nombreuses choses. Donc sur place, on a des irritations des yeux, ça pique, voilà, mais c'est les effets à long terme qui sont beaucoup plus dangereux, ou s'il y a des nécroses des poumons, il peut y avoir des fausses couches, il peut y avoir des migraines, des empêchements de dormir, des évanouissements, enfin beaucoup d'effets secondaires, et plus le dosage est élevé, et plus la répétition est
est grande, plus le danger est grand. Quand ce gaz-là est utilisé de façon industrielle, si on reste dans une pièce à haut dosage de CS, 4 minutes, on meurt. Voilà. Donc c'est classé en gaz très toxique par l'Union européenne, à ne pas déverser dans la nature, directement à l'air aéré, donc au niveau industriel, très dangereux. Nous avons également des collègues militaires qui sont battus parce qu'ils avaient utilisé ces gaz-là pendant la guerre d'Algérie. La même chose, on les avait obligés de tirer sur des gens en manifestation également, mais eux aussi ont été gazés. Ils ont fait un procès à l'État et on a un de ces militaires, survivant parce que les autres sont morts avec des maladies diverses et variées des poumons, en 2017. Ça leur a pris 20 ans de procès. 20 ans de procès avec, à chaque fois en disant « Prouvez-nous que c'est bien lié à ça, faites-nous savoir, parce que vous avez peut-être fumé finalement, ou c'est peut-être lié à d'autres choses. Oui, mais tous les gens du régiment sont morts avec les mêmes problèmes. Oui, mais ça ne veut rien dire, on ne veut pas savoir. » Donc finalement, il a obtenu gain de cause et ça a été reconnu en invalidité, responsabilité de l'État. Donc l'État sait parfaitement, ça a déjà été jugé au niveau de l'armée, donc ils savent parfaitement ce qu'ils font. La deuxième chose aussi également dans ce procès, ce qui était amusant, c'est que l'État a fait venir témoigner un grand expert français en disant bon, on ne connaît pas les effets à long terme de ce produit. Et malheureusement pour lui, la partie en défense est allée chercher ses publications en anglais qui disaient voilà les dangers de ce gaz CS à long terme, ça a tel effet sur la santé, etc. Donc en plus, ils vont chercher des gens qui se parjurent devant les tribunaux. Autre chose également, sur les études aux États-Unis, en Angleterre, les États-Unis utilisaient ce gaz-là pour réprimer les manifestations. La dernière fois qu'ils les ont utilisés, c'était en 2011. Depuis, ils ont arrêté de s'en servir car trop dangereux pour les manifestants en fait. Le fabricant de ces gaz CS aux États-Unis, qui était également le fabricant du gaz poivre, a fermé ses usines en disant moi j'arrête de vous vendre ça parce que vous l'utilisez de façon complètement détournée. C'est fait pour certaines situations critiques pour que les forces de l'ordre puissent se dégager, c'est pas pour tirer sur les foules. Donc du coup, les États-Unis ont arrêté de s'en servir également de façon massive, déjà le fabricant ayant mis son veto. Également sur ce gaz, il y a de la décomposition dans le sang, ça donne du cyanure. Donc avec une anecdote en France, un biologiste et des médecins ont fait des prélèvements sanguins en France lors des manifestations pour analyser ce qu'il y a dans le sang par rapport à la décomposition de ces gaz. Le centre antipoison de France, qui est basé à Lyon, a refusé de faire des analyses. Ils ont dû passer par des laboratoires étrangers, donc d'abord la Belgique avait accepté, et même la Belgique finalement, en ayant des pressions a priori de l'État français, ont refusé de les faire. Donc ils sont retournés dans un autre pays pour demander des analyses. Les tests qui ont été faits par une société suisse, donc qui sont venus voir et confirmer que leurs tests étaient bien utilisés, donc ça de ce côté il n'y a pas de problème. L'État français, le procureur a ouvert une enquête du coup. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai dit ah bah c'est bien, on va enfin se battre pour savoir ce qu'il y a dans ces gaz. Non, c'était pour chercher les gens qui avaient eu des prélèvements sanguins pour qu'ils portent plainte pour exercice illégal de la médecine contre ceux qui avaient fait les prélèvements, malgré que tout avait été signé. Donc ils ont trouvé quelques personnes qui ont bien voulu porter plainte. La grande majorité, heureusement, des gens ont dit bah non, on refuse, on ne porte pas plainte. Donc ils en sont rendus à finalement après retourner dans la manif, s'intoxiquer eux-mêmes et faire les prélèvements sur eux-mêmes avec filmer de A à Z pour pas qu'il y ait de contestation possible et que ça parte à l'étranger. Mais la France a tout verrouillé pour qu'en France on ne fasse pas les analyses et poursuivre les gens qui voudraient avoir la composition sur l'organisme humain à l'intérieur. Alors, dans la police nationale, on avait le devoir de réserve et M. Valls, en 2014, fait un nouveau code de déontologie, réaffirme le devoir de réserve et en plus l'étend aux syndicats, en disant les syndicalistes aussi devront être soumis au devoir de réserve et fermer leur bouche, c'est-à-dire qu'un syndicat n'aura plus le droit de critiquer l'institution. Malheureusement, les syndicats majoritaires de l'époque ont tous voté ce texte. Un seul a voté contre, c'est Alliance. C'était tout à leur honneur, et Synergie Officier qui s'était abstenu. Ils ont dit on n'a pas du tout comprendre dans le texte, donc nous on ne prend pas part. Par contre, le syndicat Unité SGP, donc le syndicat qui dit qu'on ramasse une grenade bien fait pour sa gueule, ou qui déclare sur un plateau de télé Bamboula c'est convenable, eux bien évidemment ont voté pour ce texte. Il y avait marqué noir sur blanc, à partir de maintenant, vous allez juste être des godillots et vous avez juste le droit de dire oui chef. Donc on arrive à ce système en fait qui est fait pour brouiller les fonctionnaires, qui n'est plus possibilité de discuter, de critiquer son institution. Et on arrive à un système très pervers parce qu'on n'arrive pas le droit de critiquer. Si on critique, c'est un manquement au devoir de réserve. Alors finalement, on n'a rien annoncé, on voulait juste que les gens aient un service public pour eux et non pour détourner au profit d'intérêts particuliers. Et on arrive aux deuxième chose, c'est le problème de manquement au devoir de loyauté. Ce qui veut dire que là, on jure fidélité à des chefs. Et quand on commence à jurer la fidélité à des chefs plutôt qu'au peuple, enfin, les derniers régimes qui ont fait ça, c'est plutôt minimum autoritaire, et le plus souvent totalitaire. Le staff de M. Castaner a paniqué quand il a vu que Vigier était dans les locaux. Bon,
nous sommes des gens qui ne savons nous tenir, nous sommes bien évidemment tenus, nous n'étions pas là pour faire un esclandre lors de son discours, mais pour répondre éventuellement aux questions de la presse qui étaient à l'extérieur, ce que nous avons d'ailleurs fait à l'issue de son discours. Ce qui s'est passé dans un premier temps déjà, nous avons eu sa directrice de cabinet qui arrivait comme une folle furieuse, Madame Epaillard, qui a dit « Monsieur Langlois, qu'est-ce que vous faites là? Je ne vous ai pas invité !» Je lui ai dit, écoutez madame, nous venions faire un tour à l'hôpital parce que notre collègue a été hospitalisé, donc justement il nous en avait parlé, c'est tombé ce jour-là. Puis en arrivant ici, on a découvert que monsieur Castaner était là, donc on s'est dit qu'on allait rester. Je vais vous mettre dehors! Avec sa voix criarde. Et au final, je lui ai dit, mais sur quel motif madame? Parce qu'en fait, c'est un lieu public. Donc moi je veux bien que vous me mettiez dehors, mais il va falloir invoquer un truc légal. Je sais bien qu'on est sous monsieur Macron, mais il y a des fois, il y a quand même des limites. On respecte de temps en temps la loi, quoi. Au final, elle a dit, bon, moi j'ai donné ma parole aux autres syndicats que vous ne seriez pas là. J'ai dit, ça n'engage que vous. Si les autres syndicats ne veulent pas nous voir et que vous leur promettez des choses qui ne sont pas légales, c'est votre droit, mais moi ça ne m'engage pas. Et au final, elle nous a autorisés à rester, selon son expression, mais en se mettant au dernier rang. Nous, on était juste là pour écouter, donc on a fait les choses. Et à l'issue du discours, il y avait M. Morvan qui était assis dans un couloir. Donc malgré les différends très profonds que je peux avoir par rapport à ce que ce monsieur représente en tant que directeur général de la police nationale, en tant que personne, je ne connais pas monsieur Morvan. Donc en tant que personne humaine, et puis par courtoisie, je me suis dirigé vers lui pour le saluer, tout simplement dire bonjour monsieur le directeur, de la façon la plus courtoise. C'est à ce moment-là qu'il m'a vu, il s'est retourné et fait « Me touchez pas, me parlez pas, vous m'avez traité de délinquant dans un tract, laissez-moi tranquille !» Bon, on aurait pu dans un mauvais film d'horreur avec Vadretros Satanas, mais le problème c'est que c'est le directeur de la police nationale, censé manager les choses, et finalement il a un niveau d'un enfant de 5 ans dans un bac à sable en maternelle, qui marche quand même à plus de 10 000 € par mois. Il a été nommé, il est devenu policier le jour de sa nomination de chef de toute la police. A priori, il n'a pas les épaules pour le système, par contre il était proche des gens en place, et on arrive à un système de cooptage et de copains, et pas du tout de gens compétents à leur place. Donc c'est malheureux. Et moi, je pense que quelqu'un qui fait ça, on avait demandé son expertise psychiatrique aussi à M. Castaner, qui ne l'a pas fait. Mais je pense que nous aurions des surprises intéressantes vu le comportement qu'il a eu ce jour-là. La stratégie du ministre et du directeur général de la police nationale, c'est une asphyxie financière personnelle de toi et du syndicat plus généralement. On va te noyer sous les procédures, on va te couper les vivres en te suspendant de tes fonctions de façon complètement arbitraire, le temps que tu te retrouves dans tes droits, puis après quand tu vas recommencer, on va recommencer, la prochaine fois on te mettra 18 mois, 24 mois. Ils se sont fixés une limite, ils ne veulent pas finalement exclure un syndicat de la police nationale ou le virer, parce qu'ils se sont dit les autres syndicats vont peut-être se rebeller si on vire quelqu'un pour son mandat syndical. Donc on va juste faire des exclusions temporaires à répétition, jusqu'à temps qu'il soit écœuré, qu'il s'en aille, ou alors que le syndicat n'ait plus de sous ou que la solidarité populaire s'arrête pour qu'il parte écœuré, qu'il soit brisé. D'autant plus que quand on passe en conseil de discipline, on peut demander, c'est marqué, est-ce que vous voulez voir une assistante sociale pour qu'elle fasse un rapport social au conseil de discipline et que la sanction qui soit prise ne pénalise pas la famille. Donc bien évidemment j'ai dit oui. J'ai dit, ben voilà, ma situation familiale est la suivante. Ma femme a mis en suspens sa carrière pendant 1 an et demi parce que mon fils qui va avoir 2 ans est né prématuré avec de graves difficultés, donc il devait avoir un de ses parents à la maison. Donc là, elle reprend son activité, mais comme c'est un petit poney club indépendant, bah, du coup, en France, malheureusement, même si elle travaille depuis 3 mois, elle gagne 0, le temps de payer les charges, les machins. Donc c'est pas prêt de gagner de l'argent avant au moins 1 an. Et sachant tout ça, et j'ai une autre fille qui a 6 ans, donc il savait pertinemment que la seule personne à l'heure actuelle, c'était mon salaire qui permettait de payer tous ces frais. Et ils l'ont fait sciemment. C'est-à-dire qu'en fait, une fois de plus, ils ont détourné le rapport de l'assistante sociale plutôt que de l'utiliser pour adapter la sanction par rapport à ma vie personnelle, en fait, parce que ma famille, finalement, n'a rien fait dans l'histoire. Ils m'en veulent personnellement. Bon, ça, je peux comprendre, et on règle ça au tribunal. Mais là, ils l'ont pris en otage en espérant me dire on va briser sa famille. Comme ça, bah, on va l'atteindre aussi. Et en fait, ils ont détourné ce rapport en disant qu'il devait servir justement à protéger ma famille pour l'enfoncer encore plus. Et ce qui est encore plus abject et scélérat, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui va s'amuser au noto, qui dit « Oh là là, protection de ma vie privée, je fais ce que je veux ». Alors que quand on fait n'importe quoi dans sa vie privée, pour le coup, ce qui n'est pas mon cas, dans la police nationale, en fait, on peut être sanctionné pour son comportement dans sa vie privée si on entache la réputation de la police nationale. On a des collègues qui ont été sanctionnés pour ça administrativement, alors qu'ils n'avaient commis aucune faute pénalement répréhensible ou administrative, mais c'est juste qu'ils avaient entaché l'image de la police nationale, donc on était dans le très subjectif. Et quand un ministre de l'Intérieur est complètement bourré au noto avec plusieurs shots de vodka en présence d'une personne qui n'est pas sa femme, ça le regarde effectivement, mais il est ministre de l'Intérieur. Donc soit il annule les sanctions des autres collègues qu'il leur a collées pour des choses beaucoup moins graves sur leur vie privée, et qu'il n'attaque pas les autres personnes en plus qui n'ont rien fait sur leur vie privée comme il le fait contre moi. Donc c'est, je veux dire, un double système mafieux que je subis.
Et ben, j'ai envie de continuer à être gardien de la paix, parce que ce que j'ai signé, le métier que j'ai fait, je l'aime, parce que moi je pense que je voulais être au service de l'intérêt général et à la protection des gens pour que les gens justement garantir les libertés de tout le monde. Et parce qu'il y a des choses aussi que les politiques disent depuis quelques années, et encore sous M. Macron, la première des libertés, c'est la sécurité. Bon, c'est complètement débile, parce que la sécurité n'est pas une liberté. La sécurité garantit les libertés, si elle est utilisée convenablement. À l'heure actuelle, elle est utilisée pour réprimer les libertés. Mais en elle-même, ce n'est pas du tout une liberté. Donc oui, je crois encore en mon métier. Tant qu'il y aura une chance en interne de changer les choses, et finalement, grâce à un monde d'affaires où il y a beaucoup de collègues qui ont... Il y en a une partie qui ont dit bien fait pour sa gueule, c'est qu'un connard, de toute façon, on ne l'aimait pas. Et il y en a d'autres qui ont commencé à parler, au contraire, et qui étaient brimés par cette minorité de bien-pensants de la police nationale, et qui ont dit, en fait, quand on regarde ses vidéos et les déclarations de son syndicat, finalement, il n'a jamais critiqué la police nationale, il a toujours apporté des expressions constructives, défendu les collègues de base par rapport à ce qu'ils ont fait. Et effectivement, des fois, on a des fonctionnaires qui posent des problèmes, et on n'a pas tous à en pâtir. C'est du comporterisme débile et de bas étage. Donc du coup, c'est très clivant au sein de la police nationale, mais il y a eu des gens qui se sont réveillés, qui ont commencé à dire des messages de soutien, etc. Et de façon plus large aussi au niveau de la population, parce que grâce à tout le monde, je vais pouvoir avoir un an de salaire assuré, l'équivalent d'un an de salaire, parce que les charges sociales, la retraite, bien évidemment, l'avancement de carrière, les formations, je ne l'aurai pas. Mais en tous les cas, ma famille ne va pas en pâtir de la décision de M. Castaner. Ce qui veut dire qu'au final, je vais faire un an de syndicalisme à temps plein plutôt qu'à 50%. Et ce côté-là, en fait, quand j'ai pris la sanction, ça a été très difficile, parce que même si on s'attend à avoir des gens qui ne respectent rien, qui sont prêts à tout détruire, ce qui est le plus précieux dans la vie de quelqu'un, pour le mettre au bout du rouleau, et après, il ne faut pas s'étonner que des collègues se suicident parce qu'ils ont été broyés et ils n'ont pas eu la chance d'être soutenus comme je peux être soutenu. Du coup, j'ai eu mes collègues tout de suite dans mon service qui m'ont épaulé, qui m'ont dit on va pas te lâcher, on va y aller. Le chef de service qui m'a dit moi professionnellement, j'ai jamais eu aucun problème avec vous, vous êtes bien noté, je le reconfirme. Vous avez encore sorti une information hyper capitale sur l'antiterrorisme la veille de ma sanction, donc on est vraiment sur quelque chose de personnel et politique. Et après, donc, ma famille et mes amis m'ont donné des coups de téléphone. Et après, il y a eu le soutien populaire. Ce qui veut dire que le combat que je porte, tu dis, c'est pas le combat, mon combat. En fait, non, c'est pas un combat personnel contre une administration. Je suis pas Don Quichotte. Mais c'est un combat général pour une vision de quel est le rôle de la police, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment on est gardien de la paix. Et en fait, c'est un combat finalement avec tous ces messages de soutien qui me permettent de continuer le combat. Enfin, je me suis dit, je vais continuer du coup. J'aurais pas eu tout ça, j'aurais dit, j'arrête finalement, je fais fausse route, les gens n'en ont rien à faire. Et puis, ou finalement, la situation actuelle leur plaît, j'abandonne. Ça n'a pas été le cas, du coup, ça m'a remotivé, ça m'a reboosté. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de M. Castaner aux Parisiens qui a été interrogé sur la motivation de sa sanction et les réactions de tout le monde. La réaction était pas de commentaire de M. le ministre. Je leur dirais, au bout d'un moment, la peur n'évite pas le danger. Au contraire, ils veulent nous enfermer. Donc il y a une grande majorité de policiers qui sont rentrés par conviction, qui veulent faire leur travail en conscience. Et je leur dis, au bout d'un moment, ne supportez plus cette minorité de carriéristes qui sont prêts à tout pour avoir une prime à la fin de l'année. Rebellez-vous, il faut s'organiser. Si on y va tout seul, on sera broyé. Par contre, la force, c'est le nombre.